En 1950, la Grande-Bretagne a été l'un des premiers États occidentaux à reconnaître la souveraineté de la Jordanie sur les territoires de Cisjordanie justement, à l'exception de Jérusalem. En dépit de l'opposition de la Ligue arabe, les habitants des territoires devenaient alors des citoyens jordaniens. 2020, la Grande-Bretagne, par la voix de son Premier ministre Boris Johnson, rejette le plan de souveraineté israélienne sur les territoires conquis cette fois en 1967 et ce qui serait pour Boris Johnson une violation du droit international. Le débat est là. Est-ce que finalement, stratégiquement, le tort d'Israël, ce n'est pas d'avoir conquis ces fameux territoires de 1967? Bonsoir à tous, édition spéciale sur i24 News et sur Défense. Pour en parler, je reçois le général Itai Dangot. Merci d'être avec nous, ancien administrateur militaire dans les territoires, et aussi Cooper Vasseur, général de brigade, ancien chef de la division de recherche des renseignements militaires et directeur général du ministère des Affaires stratégiques. Alors messieurs, d'abord, je me tourne vers vous, Yossi Cooper Vasseur. Pourquoi le Hamas d'abord a menti hier soir? Il a avoué avoir tiré 21 roquettes en direction de la mer. Il n'en est rien. Pourquoi? Le Hamas essaie de faire peur à Israël pour qu'Israël ne fasse pas régner la souveraineté sur une partie de la Cisjordanie, de la Judée et Samarie. C'est très simple. Ils ne veulent pas une trop grande escalade de violence, mais d'un autre côté, ils veulent dissuader Israël et en troisième partie, ils comprennent l'importance de la situation. Et comme beaucoup de Palestiniens et beaucoup d'autres, ils ont peur que cette mesure israélienne change l'équilibre entre Israël et les Palestiniens pour tout ce qui est le processus de paix. Parce qu'Israël, ce qu'il veut faire, c'est prendre des Palestiniens avec l'aide américaine, leur carte la plus importante, c'est-à-dire leur capacité de veto pour tout progrès sur le processus de paix qui empêchait toute avancée dans le processus de paix. Si Israël fait les choses selon le plan Trump, on pourra avancer vers la paix sur la base d'idées qui changent la réalité où les Palestiniens n'ont plus la réalité depuis des années. Et donc, comme la nouvelle réalité, on dirait la vérité enfin. Ces territoires sont des territoires où le peuple juif a des droits et les Palestiniens les réclament aussi. C'est un débat, mais le droit israélien, selon la loi internationale, est plus importante. Et donc, si Israël fait régner sa souveraineté sur ces territoires, et ça n'est pas une annexion, comme beaucoup le disent, l'annexion c'est illégal. Et donc le Hamas essaie de dissuader d'Israël de faire ce changement qui changera la situation entre Israël et les Palestiniens. Et Dan Dangot, silence radio de Benyamin Netanyahou aujourd'hui. Est-ce qu'en jargon militaire ou plutôt stratégique, cela veut dire quoi? Quand on n'a rien à dire, on se tait? Je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense et j'estime que plus nous avons approché le 1er juillet et maintenant nous sommes rentrés dans une période où les données qui influent les décisions, ce sont des données qui n'étaient pas arrivées aux dimensions d'aujourd'hui et je rentrerai dans les détails. Et il y a des choses complexes et généralement quand on se tait, c'est aussi à prendre en compte parce qu'on a l'intention de faire quelque chose. Le Premier ministre d'Israël s'est engagé en cette époque à opérer une chose. Il en a parlé avant les élections et il en a parlé après. Et donc, de son point de vue, en comprenant que cette mesure servira la sécurité d'Israël, c'est sa responsabilité sur la base de l'expérience du passé. Une partie des paroles, des débats sont terminés. D'un autre côté, la situation a changé. On ne peut pas ignorer ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Le coronavirus a cru, les problèmes économiques sont très graves en Israël et c'est la même situation que l'on retrouve en Cisjordanie, en Judée et Samarie. Et donc, pour compléter ce triangle, l'acteur principal, les États-Unis, se trouve 5 mois avant les élections. Le plan Trump, qui est en fait le fer de lance de toute l'opération, et il est très important de recevoir aussi des Américains, c'est bien connu, non pas le quoi, mais le comment. Et ceci est important. Et donc, quand on parle aujourd'hui, et il y a déjà des activités en coulisses, et il y a aussi des signes témoins de choses un peu différemment de ce qu'il y avait il y a 4 jours. Par exemple, prenez l'autorité palestinienne complètement coupée et qui annonce depuis plusieurs jours qu'ils sont prêts à reprendre les négociations sans précondition avec Israël. Il y a des discussions en coulisses, à mon avis, avec les États-Unis. Et la chose importante, à mon avis,
d'après mon expérience, j'appelle ça, c'est un petit peu comme le revolver posé sur la table. Est-ce qu'il y aura un appel téléphonique entre le président américain et Abou Mazen? Cela peut tout changer. Et donc, parfois, quand on se tait, c'est la chose intelligente et exacte à faire. Yossi Kober-Wasser, j'ai une question claire, simple et précise. Pourquoi vos anciens collègues ou vos collègues d'aujourd'hui des renseignements militaires sont tous opposés à cette souveraineté israélienne? Qu'est-ce que vous voyez qu'eux ne voient pas? Je ne sais pas ce qu'ils pensent et ce qu'ils disent. Ils ne me disent pas ce qu'ils disent et donc je ne peux pas savoir ce que disent mes collègues des renseignements. Mes anciens collègues s'opposent en effet. L'opposition à cette mesure est composée en 3 parties. Il y en a qui disent que c'est un territoire palestinien. Pourquoi est-ce qu'on prendrait un territoire palestinien? Ce sont les gens qui sont avec les Palestiniens et les pays européens qui disent aussi que Boris Johnson a écrit aujourd'hui au peuple d'Israël pour leur dire que c'était un territoire palestinien. Si c'est un territoire palestinien, on n'a pas le droit de le prendre. Mais ça n'est pas un territoire palestinien. Donc ça, c'est une première opposition. Une deuxième opposition où beaucoup disent si vous prenez ces mesures, ça va être le tohu-bohu, ça va être la catastrophe. Il va y avoir des tirs palestiniens, il va y avoir des émeutes, il y aura des problèmes de relations avec les Européens, avec les pays arabes modérés. Ça va jouer entre les mains du BDS et des Iraniens. C'est bien vrai tout ça, c'est sûr, ça va arriver. Mais d'un autre côté, ils ignorent complètement les avantages. Quel est l'avantage? Le grand avantage, c'est que nous enlèverons aux Palestiniens le droit de veto et que ça pourra peut-être faire progresser la paix, comme l'a dit Dangote précédemment. La menace pour les Palestiniens, c'est que tout à coup, ils reviennent aux négociations et ils sont prêts à le faire. Donc voilà, peut-être que c'est un des avantages de cette mesure. Et pour terminer, la troisième opposition découle du fait que beaucoup de personnes sont engagées au processus de paix selon les paramètres anciens qui ont échoué encore et encore, qui ont investi toute leur vie dans ce processus de paix qui n'amène nulle part parce qu'il ne peut amener nulle part. Et les mêmes gens du renseignement qui disent et le répètent ne comprennent pas qu'on ne peut pas avancer sur le processus de paix dans les mêmes conditions précédemment, qui sont otages du veto palestinien, qui renie l'existence du peuple juif et ses droits. Et donc c'est un veto traditionnel sur la négation du lien entre les juifs et cette terre et qui veulent détruire le sionisme. Yossi Kober-Wasser, j'aimerais me tourner vers Eitan Dangote parce que c'est quelque chose que vos anciens collègues ou ceux avec qui vous avez servi disent souvent. Les administrateurs militaires dans les territoires sont finalement, on les accuse d'avoir le syndrome de Stockholm. Comme si finalement ils étaient tombés amoureux de leurs preneurs d'otages. Qu'est-ce que vous avez à leur répondre? Personne ne tombe amoureux de personne. Il y a une fonction qui a été déterminée avec sagesse, à savoir la coordination des actions du gouvernement dans les territoires. Quand mon collègue Kober-Wasser a joué une fonction si importante comme directeur des recherches du renseignement, il n'était pas en contact direct comme celui qui est le coordinateur face aux Palestiniens sur le terrain. Et donc la complémentarité de toute l'image crée un lien de dialogue entre les ennemis. Il faut qu'il y ait des canaux de dialogue. Vous n'avez pas d'ennemis pour que ça continue pour toute éternité. Il faut, pour arriver à une situation où on peut avancer. Il y a eu des situations extrêmement dures et graves lorsque j'étais en fonction. Je peux vous donner un exemple qui m'a marqué après l'assassinat terrible à Itamar. Quand vous êtes totalement en colère, vous brûlez de colère, mais qu'en même temps vous êtes soldat, vous devez décrocher votre téléphone à l'autre côté, à l'autre bout de la ligne. Il y a des Palestiniens pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé et comment faire. C'est ça notre responsabilité. C'est pour ça qu'on est là sur le terrain. Mais on ne peut pas ignorer autre chose. Pendant longtemps, pendant de longues heures de conversation, vous créez bien entendu aussi des relations personnelles qui sont importantes pour le dialogue. Un tel contact, un tel lien est très très utile dans des situations délicates parce qu'en fin de compte, le lien interpersonnel, la confiance mutuelle pour calmer le jeu permet la capacité de réaliser des choses, même quand on a des oppositions idéologiques profondes, même quand on est dans des moments de grande tension. Et c'est là la boussole et la capacité d'analyser et d'avancer sur ces choses pour les décideurs politiques, pour qu'ils puissent avancer et être complémentaires sur la base de ces renseignements.
On en reparle dans un instant. Regardez le sujet que j'ai pu tourner avec Daniel Bock à la frontière avec Gaza. Regardez, on en parle juste après. Le calme avant la tempête. Ces blindés israéliens se tiennent prêts, à quelques mètres de la frontière avec Gaza, car du côté du Hamas, le ton monte et les menaces se suivent. La résistance considère la décision de l'annexion de la Cisjordanie et de la vallée du Jourdain comme une déclaration de guerre contre notre peuple palestinien. Eyal Hashbi est l'officier de sécurité du conseil régional frontalier Sha'ar HaNegev. 20 ans qu'il subit ces menaces, ces cycles de violence et ces tirs de roquettes. Il s'agit pour lui d'une bombe à retardement. Nous n'avons pas besoin d'être les otages des Palestiniens ou de qui que ce soit. Nous sommes un pays fort. Mais quand ils le décident, ils tirent. Nous devons changer l'équation de manière ferme. Quand les Palestiniens décident de tirer, ils doivent penser au moins 10 fois avant de le faire. Parce qu'aujourd'hui, ils tirent et le monde continue de tourner. Cela fait 2 décennies que les Palestiniens ne font que produire des roquettes, des bombes, des ballons, des drones. Nous ne voulons pas d'une 3e décennie. Selon lui, les travaux de l'obstacle souterrain et de la barrière intelligente en surface seront terminés dans 4 mois. Sauf que pendant ce temps, le Hamas continue de miser sur l'effet de surprise. À partir du moment où l'obstacle sera terminé, la menace des infiltrations en Israël via les tunnels terroristes sera caduque. Que va faire ensuite le Hamas ou d'autres mouvements terroristes? Nous savons que la menace des drones va s'amplifier et ils travaillent en ce sens 24 heures sur 24. Je pense que si les faits de dissuasion ont fonctionné, les 3/4 de leurs menaces seraient obsolètes. Mais ils ne le sont pas. Ils font ce qu'ils veulent et on les laisse faire. Pour des raisons de sécurité, on ne peut filmer ce spécialiste en sécurité informatique. Pour lui, le Hamas garde le contrôle du terrain. Mais pour combien de temps encore? Le Hamas se tient prêt et se prépare pour le moment de vérité. Nous le voyons et l'entendons à travers ses entraînements, ses essais de roquettes vers la mer. Mais le djihad de son côté n'a pas encore vengé l'élimination de son chef militaire à Gaza. Donc s'il n'y a pas d'accord avec le Hamas dans les prochains jours, nous prenons le chemin d'un conflit. Le vrai test pour l'armée israélienne, à partir de mercredi, décrété journée de la colère par toutes les factions terroristes palestiniennes. Une journée donc qui n'a connu quasiment aucune réussite puisque quasiment aucune manifestation. Yossi Cooper-Wasser, est-ce que pour vous, un conflit à Gaza est moins important qu'assurer les frontières est d'Israël? Faire en Judée et en Samarie pour assurer la sécurité d'Israël pour les générations à venir. On prend en considération qu'il peut y avoir des problèmes locaux pendant un certain temps. C'est un prix lourd et qui peut être douloureux, mais si on prend en considération l'objectif de la sécurité sur les générations à venir, c'est très important. La présence israélienne sur la vallée du Jourdain pour toute éternité, c'est ce qui assurera la paix entre nous et les Palestiniens, parce qu'alors les Palestiniens ne pourront pas réaliser leur idée que l'État palestinien se prépare à prendre le contrôle du reste de la Palestine. Cela fera la séparation entre l'entité palestinienne pour assurer la sécurité d'Israël et de la Jordanie. C'est la seule frontière défendable. Alors, pour assurer cet objectif, il faudra peut-être payer le prix d'une certaine violence localisée. J'espère le moins de temps possible et le plus court possible et le moins violent possible. Et nous sommes prêts à réagir si jamais on essaye de nous tester. Dernière question, Eitan Angot. On ne va pas se mentir, le Hamas n'a jamais reconnu l'État d'Israël en 1948. Alors pourquoi maintenant faire autant de bruit pour des territoires de 1967? Le Hamas n'a jamais reconnu, ne reconnaîtra jamais. C'est une organisation assassine qui a sa place dans l'idéologie actuelle de ne pas exister dans la région. Le Hamas actuellement, la chose principale, c'est de continuer à contrôler Gaza. Il a 2 ennemis. D'abord le coronavirus et il réussit à le contrôler parce que c'est une menace pour sa direction. Et Sinwar est concentré uniquement sur ça. Il ne veut pas de confrontation avec Israël, pas à Gaza, parce qu'il sait que la réaction d'Israël va remettre en question sa stabilité. Le 2e ennemi, l'autorité palestinienne, et donc utiliser la situation avec les Israéliens, c'est pour créer des failles et des capacités pour amener à la chute de l'autorité
l'autorité palestinienne pour renforcer sa position en Judée et Samarie. Le Hamas, comme l'autorité palestinienne, ne réussissent pas à faire sortir les gens dans la rue, ne veulent pas les faire sortir pour que ce soit pas trop risqué. Cette journée de colère, au mois de juin, ça s'est passé calmement. Ils font très attention, tant le Hamas que l'autorité, de ne pas commettre d'erreurs. Et donc, un développement d'émeutes dans la rue, de tirs, et Tsahal est tout à fait prêt à ça, peut arriver uniquement s'il y a une pression économique ou une explosion du coronavirus ou d'autres choses qui feront que la rue sera intranquille. Et juste une dernière phrase, la rue palestinienne ne se joint pas pour l'instant en Judée et Samarie à l'appel de l'autorité en ce qui concerne les protestations sur les questions politiques. Tout ce qui l'intéresse maintenant, c'est l'économie, la vie quotidienne et la santé, et c'est là-dessus qu'il se concentre. Merci beaucoup, Ethan Langod, général Langod. Merci beaucoup, général de brigade. Yossi Cooper-Vasseur, merci d'avoir été avec nous. Alors, je me tourne bien évidemment vers Jonathan Serrero, qui est à Jérusalem. L'un des chevals de bataille, autre cheval de bataille, Jonathan, de Donald Trump, parce que c'est lui qui est à l'origine tout simplement du deal du siècle, c'est l'Iran. Alors, qu'est-ce qu'il a gagné finalement, Donald Trump? Est-ce que c'est plus la souveraineté ou plus la guerre contre l'Iran? Vous savez, Mathias, si on doit retenir deux mots de ce qui se trame en ce moment, que ce soit ici à la Knesset ou même à Washington, deux mots, timing et consensus. Timing, j'ai pu m'entretenir avec une source proche de la Maison-Blanche, en l'occurrence Mike Evans, l'un des proches de Donald Trump et soutien inconsidéré de l'État d'Israël, chrétien sioniste. Il s'est entretenu hier avec le secrétaire d'État Mike Pompeo. Et que lui a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo? Que l'administration américaine était pleinement engagée à soutenir le programme de souveraineté israélienne dans les territoires. Mais il a rajouté une chose, pas maintenant. Le timing n'est pas bon. Pour cause, la planète entière se débat à résoudre cette crise du coronavirus. En Israël, le gouvernement est pleinement engagé dans la lutte contre le Covid-19. D'ailleurs, en ce moment même, le Premier ministre israélien réunit ses ministres pour imposer des zones rouges, de nouvelles zones rouges du côté notamment d'Ashdod et de Lod. Pareil pour Donald Trump du côté de Washington. Consensus maintenant, il n'y a pas encore de consensus ici en Israël sur une position commune concernant le volume de territoire à annexer, à imposer la loi israélienne en Judée-Samarie ou dans la vallée du Jourdain. Même chose du côté de Washington, deux positions s'opposent, celle de David Friedman et de Jared Kushner. Un Jared Kushner pleinement aussi engagé à soutenir le plan israélien. Oui, mais voilà, Jared Kushner pense aux intérêts américains du côté des royaumes arabes du Golfe Persique et des royaumes arabes du Golfe Persique qui pensent aussi à leurs intérêts du côté de l'Iran. Et là se retrouvent les intérêts américains et israéliens, à savoir lutter contre la présence iranienne, que ce soit dans la région Moyen-Orient, mais aussi en Amérique du Sud. Merci Jonathan Serrero, toujours aussi précis depuis la Knesset, le Parlement israélien. Je me tourne vers vous, Océane Nicole, merci d'être avec nous ce soir. Écoutez, il y a une actualité, c'est l'annexion, les souverainetés. Il y a aussi ces frappes à répétition du côté de la Syrie et bien évidemment Damas qui accuse Israël. Exactement. La dernière en date, c'était il y a quelques jours, dimanche dernier, un raid mené dans la localité de Boukamal. C'est à l'est de la Syrie. C'est une ville qui est limitrophe de l'Irak. Une frappe qui a tué au moins 9 combattants et la plupart d'entre eux étaient de nationalité iranienne et ils appartenaient donc à des milices soutenues par l'Iran qui combattaient justement en Syrie. La veille, Mathias, nouveau raid, cette fois dans la ville d'Al-Abbas. Pareil, ça se situe à la frontière entre la Syrie et l'Irak et cette fois 6 combattants ont été tués selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. 2 raids en 24 heures à peine et depuis le mois d'avril, il y en a eu plusieurs dizaines d'autres, des frappes qui visent donc le territoire syrien et à chaque fois, vous l'avez dit, la cible est la même, des positions iraniennes en Syrie, des stocks d'armes, des infrastructures militaires et sans surprise, Mathias, évidemment, selon le régime de Damas, eh bien, c'est Israël qui est derrière ces frappes, Israël qui ne commente évidemment jamais ces accusations. Et il n'y a pas qu'en Syrie que l'Iran est présent, il y a aussi en Iran même, il y a cette explosion mystérieuse à Parchin.
Exactement, la plus suspecte, c'est justement dans le sud-est de Téhéran, dans ce fameux secteur de Parchin. C'est une zone qui se situe près d'un site militaire qui est bien connu de l'Agence internationale de l'énergie atomique, puisqu'elle soupçonne l'Iran d'y développer des activités nucléaires. Mais Parchin, on sait que c'est surtout la construction de missiles de précision. Du côté des autorités iraniennes, on assure que c'est en fait un réservoir de gaz qui aurait explosé, mais Israël n'est pas dupe. Les États-Unis, d'ailleurs, son allié américain non plus, puisque Brian Walk, l'émissaire américain pour l'Iran, a d'ailleurs fait justement une tournée diplomatique au Moyen-Orient. L'objectif, justement, appeler tous ces pays de la région à prolonger l'embargo sur les armes visant justement Téhéran. Merci Océane Nicole. Alors je me tourne justement vers le principal intéressé. En tout cas, il a été le monsieur CIA le monsieur Iran à la CIA, pendant plus de 30 ans à la centrale d'intelligence américaine. Norman Rowell, merci d'être avec nous. Vous êtes en direct depuis Washington. Est-ce que vous savez ce qu'il se passe actuellement ou ce qui a pu se passer à Parchin? Parchin is a very large facility. Iran undertakes a number of l'Iran prend des opérations, les opérations armées et apparemment n'ont rien à voir avec les questions nucléaires. Mais il y a eu des rapports publics que l'Iran a à un moment eu des expériences nucléaires sur ses installations. L'Organisation atomique internationale n'a pas identifié cet endroit et les activités actuelles. Il y a eu une grande explosion en ces installations et je pense que, vu la nature du travail qui est mené dans ces installations, il n'est pas déraisonnable de penser qu'il y a eu un accident industriel qui a créé cette explosion. Est-il possible aussi, Norman Rowell, que ce site ait été visé, pourquoi pas, par des missiles furtifs ou une action au sol? Je ne pense pas. Je pense que c'est le type d'attaque que vous avez décrit serait été plus important. L'industrie iranienne aurait trouvé des preuves de cela et aurait parlé d'action ennemie et probablement les dommages qui ont été créés, c'est plus. Je ne pense pas qu'il y ait eu d'attaque. Ça a été probablement. C'était un site conventionnel ou peut-être. Mais ils vont évidemment chercher des preuves ou essayer de voir si ça a été une cyberattaque peut-être et réagir quand ce sera nécessaire. Il va falloir voir qu'est-ce qu'on trouve comme analyse sur le terrain. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que les Iraniens ont toujours déclaré que Parchin était en cible inaccessible par ses ennemis. Que s'est-il passé alors, dans ce cas-là? C'est exact. Et donc, ça n'est pas compatible à leurs engagements sur l'accord sur le nucléaire. Normalement, il faut qu'il y ait des contrôles et avec accès à toutes les localisations où l'agence souhaite contrôler. Mais très rapidement, après l'accord sur le nucléaire, les Iraniens ont déclaré que les sites militaires ne seraient pas accessibles aux inspecteurs. Et donc, encore une fois, cela est contraire aux accords sur le nucléaire. Écoutez, la question est simple et je vais vous la poser normalement. Brian Hook affirme que l'option militaire, il était actuellement en Israël, que l'option militaire contre l'Iran est toujours réaliste et toujours sur la table. Est-ce que vous y croyez ou pour vous c'est un effet d'annonce? Absolument. Et je pense que c'est une question de quand une telle option militaire sera nécessaire. Une telle option serait considérée par les décideurs politiques aux États-Unis et en Europe quand il y a eu des preuves que l'Iran avait lancé des activités significatives et il n'y a pas d'information publique ou disponible qu'une telle activité s'est développée.
Et donc, les progrès ou les activités dans le domaine civil nucléaire ne suffit pas, à mon avis, pour amener une option militaire, vu les conséquences d'une telle action pour la région après. En 15 secondes, s'il vous plaît, Norman Moore. Vous avez été le monsieur iranien à la CIA. Est-ce que pour vous, l'Iran ne renoncera jamais? Je ne pense pas. L'Iran va continuer à maintenir sa présence dans la région parce que l'Iran croit qu'il peut le faire sans payer un prix aussi important. Mais je pense que ils vont construire une présence de missiles et de combattants plus importante. Merci. Et malheureusement, Israël et donc ils ont des relations et la communauté internationale, les Américains doivent absolument aider et soutenir Israël. Merci. Merci. Merci Norman Moore, ancien cadre de la CIA. Merci pour l'équipe d'avoir préparé cette émission. Bonne soirée à tous.